Chapitre 10. La forêt de Skund était véritablement enchantée, ce qui n'avait rien d'inhabituel sur le disque, et la seule de tout l'univers qu'on appelait, dans l'idiome local, ton doigt crétin, traduction littérale du mot Skund. La raison en est d'une navrante banalité. Lorsque les premiers explorateurs des pays chauds riverains de la mer circulaire s'aventurèrent dans le froid de l'arrière-pays, pour compléter les espaces blancs de leur carte, ils sautaient sur le premier indigène venu, désignaient au loin un point de repère, demandaient ce que c'était d'une voix forte et claire, et notaient ce que leur répondait l'homme stupéfait. Ainsi restèrent immortalisés dans des générations d'atlas des bizarreries géographiques telles que rien qu'une montagne, je sais pas, quoi, et bien entendu, ton doigt crétin. Des nuages de pluie se rassemblaient autour des hauteurs dénudées du mont Ulskunraod. Quel est ce crétin incapable de reconnaître une montagne? Et le bagage s'installa plus commodément sous un arbre dégoûtant d'eau qui tenta en vain d'engager la conversation. De Fleur et Rincevent se disputaient. Le motif de leur dispute se tenait assis sur son champignon et les observait avec intérêt. Il avait l'air de quelqu'un qui sentait comme quelqu'un qui vivait dans un champignon, et ça tracassait De Fleur. Dis, pourquoi il n'a pas de chapeau rouge? Rincevent hésita, cherchant désespérément à deviner où De Fleur voulait en venir. Quoi? Renonça-t-il. Il devrait porter un chapeau rouge. Dit De Fleur. Il devrait sûrement aussi être plus propre et bien plus joyeux drill que ça. Pour moi, il ne ressemble à aucune espèce de gnome. Qu'est-ce que tu me chantes? Regarde-moi cette barbe, dit De Fleur bourrue. J'en ai vu des plus belles sur des morceaux de fromage. Écoute, il fait 15 centimètres de haut et vit dans un champignon, grogna Rincevent. Évidemment que c'est un foutu gnome. On n'a que sa parole. Rincevent baissa les yeux sur le gnome. Excusez-moi, dit-il. Il entraîna De Fleur de l'autre côté de la clairière. Écoute, fit-il entre ses dents. S'il faisait 4,50 m de haut et se disait géant, on n'aurait aussi que sa parole, non? C'est peut-être un gobelin, répondit De Fleur d'un air de défi. Rincevent se retourna vers la petite silhouette qui se curait le nez avec application. Ben quoi? Fit-il. Et après, gnome, gobelin, lutin, et après? Pas un lutin, dit De Fleur avec assurance. Les lutins, ils portent des espèces de combinaisons vertes. Ils ont des chapeaux pointus et des petits machins comme des antennes pleines de bosses qui leur sortent de la tête. J'ai vu des images. Où ça? De Fleur hésita et regarda ses pieds. Je crois que ça s'appelait Le quoi? Ça s'appelait le quoi? Le petit homme se prit d'un soudain intérêt pour le dos de ses mains. Le livre des feux des fleurs pour les tout petits, grommela-t-il. Rincevent avait l'air ahuri. C'est un livre pour apprendre à les éviter? demanda-t-il. Oh non, répondit précipitamment De Fleur. Il apprend où les chercher. Je me souviens des illustrations maintenant. Une expression rêveuse passa sur son visage, et Rincevent grogna intérieurement. Il y avait même une fée spéciale qui venait enlever les dents. Quoi? Elle venait arracher les vraies dents? Non, non, tu te trompes. Je veux dire, une fois qu'elles étaient tombées, on les mettait sous l'oreiller, la fée venait, les prenait et laissait un riz nu par dent. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi elle collectionnait les dents? C'était comme ça. Rincevent s'imagina une étrange entité habitant un château fait de dents, le genre d'image mentale qu'on s'empresse d'oublier. Vainement. Ah, fit-il. Des chapeaux rouges. Il se demanda s'il devait ouvrir les yeux du touriste sur ce qu'était vraiment la vie quand une grenouille représente un bon repas, un trou de lapin un refuge commode pour s'abriter de la pluie, et une chouette une horreur silencieuse planant dans la nuit. Des pantalons en peau de taupe prêtes à sourire, à moins de les avoir personnellement retirés à leur propriétaire légitime, quand cette petite saleté malfaisante se trouve acculée dans son terrier. Quant au chapeau rouge, quiconque se promène en forêt accoutré de couleurs vives et voyantes a tôt fait de le regretter. Il voulut dire « Écoute,
La vie des gnomes et des gobelins est désagréable, bestiale et brève. C'est comme ça. Voilà ce qu'il voulut dire, mais il en fut incapable. Pour quelqu'un que ça démangeait de tout voir de l'infini, De Fleur ne sortait jamais vraiment de son monde intérieur. Lui apprendre la vérité équivaudrait à flanquer un coup de pied à un épagneul. Sweet wee wee del qui. Fit une voix à ses pieds. Il baissa les yeux. Le gnome, qui s'était présenté sous le nom de Suir, leva les siens. Rincevent jouissait d'une excellente oreille pour les langues. Le gnome venait de dire « J'ai un reste d'hier de sorbet à la salamandre. » Ça m'a l'air appétissant, Fit Rincevent. Suir lui tapota pour la deuxième fois la cheville. L'autre grand, là, il va bien? Demanda-t-il plein de sollicitude. La réalité lui cause un choc, c'est tout, Dit Rincevent. Vous n'auriez pas de chapeau rouge par hasard? Ah oui, une idée. Je sais où trouver à manger pour les grands, Dit le gnome. Et aussi où s'abriter. Ce n'est pas loin. Rincevent regarda le ciel de plus en plus bas. Le jour s'enfuyait du paysage. On aurait dit que les nuages avaient entendu parler de neige et que ça leur donnait des idées. Évidemment, on ne doit pas faire nécessairement confiance à des gens qui vivent dans des champignons. Mais pour l'heure, le mage aurait tambouriné à la porte de n'importe quel piège à pâté avec un repas chaud et des draps propres. Ils se mirent en route. Au bout de quelques secondes, le bagage se releva avec précaution sur ses jambes et leur emboîta le train. Psst. Il se retourna prudemment en déplaçant ses petits membres dans un ordre compliqué et donna l'impression de regarder en l'air. C'est bien d'être menuisier, S'inquiéta l'arbre. Ça fait mal. Le bagage parut réfléchir. Chaque poignée de cuivre, chaque trou du bois rayonnait d'une intense concentration. Puis il haussa le couvercle et repartit en se dandinant. L'arbre soupira et se secoua les ramilles pour évacuer quelques feuilles mortes. Chapitre 11. La maisonnette était petite, délabrée et aussi tarabiscotée qu'un apron. Rincevent se dit qu'un ébéniste fou avait dû y travailler et causer d'incroyables dégâts avant qu'on l'en retire de force. La moindre porte, le moindre volet avait ses grappes de raisin et de demi-lune découpées dans le bois, et les murs étaient couverts de pommes de pin chantournées. Il s'attendait presque à voir surgir un coucou géant d'une fenêtre du premier. Ce qu'il nota aussi, ce fut l'impression gluante caractéristique que laissait l'atmosphère. De toutes petites étincelles vertes et mauves jaillirent de ses ongles. Un puissant chant de magie, murmura-t-il. 100 millitomes au moins. Note de bas de page. Le tome est l'unité de base de la force magique, universellement définie comme la quantité de magie nécessaire pour créer un petit pigeon blanc ou 3 boules de billard standard. Il y a de la magie dans tout le coin, dit Suir. Une vieille sorcière vivait par ici. Ça fait longtemps qu'elle est partie, mais la magie continue de faire marcher la maison. Tiens, cette porte a quelque chose de bizarre, fit De Fleur. Pourquoi une maison aurait-elle besoin de magie pour continuer d'exister? Voulut savoir Rincevent. De Fleur toucha un mur avec précaution. C'est tout collant. Du nougat, fit Suir. Crénon, une vraie maisonnette en pain d'épices. Rincevent, une vraie maisonnette. Rincevent hocha une tête maussade. Ouais, l'école confiseuse d'architecture, dit-il. Ça n'a jamais marché. Il regarda d'un œil soupçonneux le heurtoir en réglisse. Elle se régénère, comme dirait, fit Suir. Merveilleux, vraiment. On ne trouve plus de maison comme ça de nos jours. On ne trouve déjà pas de pain d'épices. Vraiment? Fit Rincevent l'air sombre. Entrez donc, dit le gnome. Mais faites attention aux paillassons. Pourquoi? Barbe à papin. Chapitre 12. Le grand disque tournait lentement sous un soleil à la peine. La lumière du jour se réduisit à des flaques dans les creux puis s'évanouit à mesure que tombait la nuit. Dans sa chambre frisquette de l'université de l'invisible, Trimon gardait le nez plongé dans le livre. Ses lèvres bougeaient en même temps qu'il suivait du doigt l'ancienne et insolite écriture.
Il lut que la grande pyramide de Tsort, depuis longtemps disparue, était bâtie d'1 310 blocs de calcaire. Il lut que 10 000 esclaves avaient travaillé jusqu'à la mort à l'édifier. Il apprit qu'elle recelait un dédale de passages secrets dont des extraits de la sagesse de l'ancien Tsort décoraient les parois, à ce qu'on disait. Il lut que sa hauteur additionnée de sa longueur, divisée par la moitié de sa largeur, égalait exactement 1,67 563, ou précisément 1237,98 712 567 fois la différence entre la distance au Soleil et le poids d'une petite orange. Il apprit qu'on avait consacré 60 années entières à sa construction. C'était, songea-t-il, se donner beaucoup de mal rien que pour affûter une lame de rasoir. Dans la forêt de Skund, de Fleur et Rincevent attaquaient leur repas par un manteau de cheminée en pain d'épices et rêvaient d'oignons au vinaigre. Et très loin, mais comme placé sur une trajectoire menant à la collision inévitable, le plus grand héros que le disque ait jamais produit se roulait une cigarette, parfaitement inconscient du rôle qui lui était réservé. C'était un travail de confection intéressant qu'exécutaient ses doigts experts parce que, comme nombre de magérants auprès desquels il avait appris le procédé, il avait l'habitude de garder les mégots dans une bourse de cuir pour se roulotter de nouvelles sèches. Selon la loi implacable des moyennes, il avait déjà fumé et refumé une partie de ce tabac depuis des années. Le machin qu'il essayait vainement d'allumer valait... disons qu'il aurait fait un bon revêtement de route. Si grande était la réputation de cet homme qu'un groupe de cavaliers barbares nomades l'avait respectueusement invité à s'asseoir en leur compagnie autour d'un feu de crottin de cheval. Les nomades des régions du centre migraient d'ordinaire vers le bord pour l'hiver. Ceux-ci appartenaient à une tribu qui avait dressé ses tentes de feutre dans une vague de chaleur étouffante de moins de 20 degrés et arborait des nez pelés en se plaignant de la canicule. Le chef barbare prit la parole. Qu'y a-t-il de plus grand qu'un homme puisse trouver dans la vie ? Le genre de question à laquelle on est censé répondre pour garder son crédit stépique dans les cercles barbares. L'homme à sa droite but pensivement son cocktail, les deux juments et sang de chat des neiges, et parla ainsi. L'horizon tremblait de la steppe, le vent dans les cheveux, un cheval frais entre les jambes. L'homme à sa gauche dit le cri de l'aigle blanc dans les cieux, la neige qui tombe dans la forêt, la flèche qui vole droit au but. C'est assurément la vue de l'ennemi mort, l'humiliation de sa tribu et les lamentations de ses femmes. Cette succession d'atrocités suscita un murmure général d'approbation velue. Le chef se tourna ensuite respectueusement vers la petite silhouette de son invité, qui réchauffait prudemment ses engelures devant le feu, et dit « Mais notre invité au nom légendaire doit nous répondre franchement. Qu'y a-t-il de plus grand pour un homme dans la vie ?» L'invité s'interrompit au milieu d'une nouvelle et vaine tentative pour allumer sa cigarette. « Qu'est-ce que vous dites ?» fit-il d'une bouche édentée. « J'ai dit, quelles sont les plus grandes choses pour un homme dans la vie ?» Les guerriers se penchèrent plus près. Ça devait valoir le coup d'entendre la réponse. L'invité réfléchit dur, longtemps, et répondit posément « De l'eau chaude, une bonne dentisterie et du papier hygiénique tous les pêcheurs. » Chapitre 13. Une vive lueur octarine flamboya dans la forge. Galder cire du temps torse nu, le visage dissimulé sous un masque de verre fumé, loucha dans la fournaise et abattit son marteau avec une précision chirurgicale. La magie piailla et se tordit entre les pinces. Mais il continua de la travailler, de l'étirer en une ligne de feu supplicié. Une lame de plancher craqua. Galder avait passé beaucoup d'heures à les accorder. Une sage précaution quand on avait affaire à un assistant qui se déplaçait comme un chat. Ré bémol. Ça voulait dire qu'il se trouvait à droite de la porte. « Ah, Trimon !» dit-il sans se retourner, notant avec satisfaction la légère inspiration dans son dos. « C'est bien que vous soyez venu. Fermez la porte, voulez-vous ?» Trimon repoussa le lourd battant, le visage inexpressif. Sur la haute étagère au-dessus de lui,
Diverses impossibilités en conserve se levèrent dans leurs bocaux de vinaigre et l'observèrent avec intérêt. Comme dans toute bonne officine de mage, on aurait dit qu'un taxidermiste avait jeté son stock dans la fonderie puis s'était battu avec un souffleur de verre pris de folie, en défonçant le crâne d'un crocodile en cours de route, lequel pendait au plafond et dégageait une forte odeur de camphre. Il y avait des lampes et des anneaux que Trimon mourait d'envie de frotter, des miroirs qui méritaient qu'on y regarde à deux fois. Une paire de bottes de 7 lieues s'agitait nerveusement dans une cage. Une pleine bibliothèque de grimoires, bien sûr moins puissants que l'Inoctavo, mais cependant lourds de sortilèges, firent crisser et cliqueter leurs chaînes lorsqu'ils sentirent le regard de convoitise que le mage posa sur eux. Cette énergie brute le troublait plus que toute autre chose, mais il déplorait le laisser-aller et le goût de Galder pour le théâtre. Par exemple, il se trouvait savoir, parce qu'il avait soudoyé un serviteur, que le liquide vert qui bouillonnait mystérieusement dans un labyrinthe de tuyauterie tourmentée sur l'un des établis n'était que de la teinture additionnée de savon. Un jour, se dit-il, tout ça disparaîtra, à commencer par cette saleté d'alligator. Les articulations de ses doigts blanchirent. Bien, fit un Galder enjoué qui accrocha son tablier avant de s'asseoir dans son fauteuil aux bras en pattes de lion et aux pieds de canard. Vous m'avez fait parvenir ce mémo machin. Raymond haussa les épaules. Mémorandum. Je signalais seulement, Seigneur, que les autres ordres ont tous envoyé des agents dans la forêt de Scone pour récupérer le sortilège, pendant que vous ne faites rien. Mais vous en donnerez sûrement vos raisons en temps opportun. Votre confiance m'emplit de honte, dit Galder. Le mage qui reprendra le sortilège se couvrira de gloire ainsi que son ordre, dit Trimon. Les autres ont utilisé des bottes et toutes sortes de sortilèges étrangers. Qu'est-ce que vous comptez utiliser, maître? Ai-je senti une pointe de sarcasme dans vos paroles? Absolument pas, maître. Pas même un soupçon. Pas même l'ombre d'un soupçon, maître. Bien, parce que je n'ai pas l'intention d'aller le chercher. Galder baissa la main et ramassa un livre ancien. Il marmonna un ordre et le livre s'ouvrit en grinçant. Un signet qui ressemblait étrangement à une langue réintégra prestement la reliure. Il farfouilla près de son coussin et ramena une petite blague de tabac en cuir et une pipe de la taille d'un incinérateur. Avec toute l'adresse d'un nicotinomane en phase terminale, il roula une noix de tabac entre ses mains et la tassa dans le fourneau. Il claqua des doigts et le feu jaillit. Il aspira profondément, soupira d'aise, leva les yeux. « Pas parti, Trimon. »« Vous m'avez mandé, maître, » dit Trimon d'un ton uni. Ce que dit son gosier, du moins. Au fond de ses yeux gris, une faible lueur indiquait qu'il tenait la liste du moindre affront, du moindre pétillement condescendant du regard, du moindre reproche léger, du moindre coup d'œil entendu. Et pour chacun d'eux, le cerveau vivant de Galder passerait une année dans l'acide. « Ah, oui, c'est juste. Pardonnez aux déficiences d'un vieillard, » dit Galder sur le ton de la plaisanterie. Il leva le livre qu'il lisait. « Je désapprouve toute cette agitation, » reprit-il. « C'est très spectaculaire de faire l'andouille avec des tapis volants et autres. Mais pour moi, ce n'est pas de la vraie magie. Tenez, prenez les bottes de 7 lieues. Si les hommes avaient dû couvrir 28 kilomètres à chaque pas, je suis certain que Dieu les aurait pourvus de plus longues jambes. Où en étais-je? » « Je n'en suis pas sûr, » fit Trimon avec froideur. « Ah oui, bizarre que nous n'ayons rien trouvé sur la pyramide de Tsort dans la bibliothèque. Vous auriez cru le contraire, non? » « Le bibliothécaire sera châtié, bien entendu. » Galder lui lança un regard en biais. « Rien de sévère, » dit-il. « Le privé de banane, peut-être. » Ils s'observèrent un moment. Galder céda le premier. Fixer Trimon le troublait toujours. Ça lui faisait le même effet gênant que de se contempler dans un miroir et de n'y voir personne. «
Quoi qu'il en soit, et c'est plutôt bizarre, dit-il, j'ai trouvé de l'aide ailleurs, sur mes propres et modestes rayonnages en fait. Le journal de Skrelt Change-Panier, le fondateur de notre ordre. Vous, mon bouillant jeune homme prêt à s'élancer sur l'heure, savez-vous ce qui se passe lorsqu'un mage meurt? Les sortilèges qu'il garde en mémoire se prononcent tout seuls, répondit Trimon. C'est l'une des premières choses que nous apprenons. En réalité, ce n'est pas vrai des 8 grands sortilèges originaux. À force d'études minutieuses, Skrelt a découvert qu'un grand sortilège s'abritera tout simplement dans l'esprit le plus proche ouvert et prêt à le recevoir. Poussez donc le grand miroir par ici, voulez-vous? Galder se leva de son siège et se dirigea d'un pas traînant vers la forge, à présent froide. Le fil de magie se tortillait toujours, cependant à la fois présent et absent, comme une fissure ouverte dans un autre univers inondé de lumière bleue ardente. Il s'en saisit tranquillement, décrocha un arc d'un râtelier, prononça un mot cabalistique et regarda avec satisfaction la magie en saisir les extrémités et le bander jusqu'à faire gémir le bois. Il choisit ensuite une flèche. Trimon avait tiré un lourd miroir grandeur d'homme au milieu de la pièce. Quand je serai à la tête de l'ordre, se disait-il, je ne traînerai sûrement pas mes pieds dans des pantoufles. Trimon, comme il a été dit plus haut, avait le sentiment qu'un sang neuf ferait le plus grand bien si seulement on pouvait se débarrasser du bois mort. Mais pour l'instant, il était sincèrement impatient de voir où voulait en venir le vieux fou. Ça lui aurait peut-être fait plaisir de savoir que Galder et Skrelt Change-Panier se mettaient tous les deux le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Galder effectua quelques passes devant la glace qui se ternit avant de s'éclaircir pour offrir une vue aérienne de la forêt de Skund. Il la regarda fixement, tout en tenant à la main l'arc et la flèche vaguement pointés sur le plafond. Il marmonna quelques mots comme « Tiens compte d'un vent de, mettons, 3 nœuds et règle-toi par rapport à la température. » Puis, d'un geste plutôt décevant, il lâcha le trait. Si les lois d'action et de réaction avaient eu leur mot à dire, la flèche aurait dû retomber mollement à quelques pas de distance, mais personne ne s'intéressait à elle. Dans un bruit qui défie toute description, mais que, par souci de la perfection, on pourrait assimiler fondamentalement à Spang, plus 3 jours de travail intensif dans un studio d'enregistrement décemment équipé, la flèche disparut. Galder rejeta l'arc et sourit. « Évidemment, il va falloir à peu près 1 heure pour arriver là-bas, » dit-il. « Ensuite, le sortilège n'aura plus qu'à suivre le chemin ionisé pour revenir ici, jusqu'à moi. » « Remarquable, » fit Trimon. Mais le premier télépathe qui serait passé par là aurait lu en lettres de 10 mètres de haut « Pourquoi toi et pas moi ?» Il baissa les yeux sur l'établi en désordre lorsqu'un long couteau très affilé lui parut idéal pour ce qu'il avait soudain en tête. La violence, il n'aimait pas s'y livrer sauf à distance. Mais la pyramide de Tsort avait été parfaitement claire quant aux récompenses offertes à quiconque réunirait les 8 sortilèges au moment opportun. Et Trimon n'allait pas gâcher des années de travail assidu parce qu'un vieux fou avait une idée lumineuse. « Voulez-vous un peu de cacao pendant que nous attendons ?» proposa Galder qui clopina à travers la pièce pour sonner le serviteur. « Volontiers, » répondit Trimon. Il saisit le couteau, le soupesa et l'équilibra pour un lancer précis. « Je dois vous féliciter, maître. À ce que je vois, il nous faudra tous nous lever de bonne heure pour vous damer le pion. » Galder éclata de rire. Et le couteau fusa de la main de Trimon à une telle vitesse qu'il se déforma, de par la nature plutôt amorphe de la lumière du disque, qu'il perdit un peu en longueur et gagna légèrement en épaisseur au fil de sa course infaillible vers le cou de Galder. Il ne l'atteignait pas. Il dévia d'un côté pour entamer une orbite rapide, si rapide que Galder parut soudain porter un collier de métal. Galder se retourna. Trimon le trouva brusquement plus grand de plusieurs dizaines de centimètres et beaucoup plus puissant. Le couteau termina sa trajectoire en vibrant dans la porte à un cheveu de l'oreille de Trimon. « Vous levez de bonne heure, »
fit Galder amène. Mon cher petit, il ne faudra pas vous coucher du tout. Chapitre 14. Encore un peu de table? Offrit Rincevent. Non merci. Je n'aime pas la pâte d'amande, dit de Fleur. De toute façon, je suis sûre que ce n'est pas bien de manger le mobilier des gens. Ne vous inquiétez pas, dit Swears. Ça fait des années qu'on n'a pas vu la vieille sorcière. On raconte que 2 voyous, des gamins, lui ont proprement mis la tête au carré. Les jeunes d'aujourd'hui, commenta Rincevent. Pour moi, ce sont les parents les responsables, dit de Fleur. Une fois effectuées les adaptations mentales nécessaires, la maisonnette en pain d'épices ne manquait pas d'agréments. Un reste de magie la maintenait debout. Et les animaux sauvages du secteur qui avaient survécu au carie dentaire du dernier degré la fuyaient comme la peste. Un feu vif de bûches de réglisse brûlait plutôt salement dans l'âtre. Rincevent voulait ramasser du bois dehors, mais il avait renoncé. C'est dur de brûler du bois qui vous parle. Il rôta. Ce n'est pas très sain, fit-il. Je veux dire, pourquoi des sucreries? Pourquoi pas des biscottes et du fromage? Ou du salami, tiens. Je me contenterai bien d'un bon sofa de salami. Mystère et boule de gomme, dit Swears. La vieille mamie Pamaris ne faisait que des sucreries. Vous auriez dû voir ces meringues. Je les ai vues, dit Rincevent. J'ai jeté un coup d'œil au matelas. Les pains d'épices, c'est plus traditionnel, fit de Fleur. Quoi? Pour les matelas? Ne sois pas bête, le raisonna de Fleur. Tu imagines des matelas en pain d'épices? Rincevent grogna. Il rêvait de nourriture, plus exactement de bonbons à Ockmorpork. Marrant comme cette bonne vieille ville lui paraissait plus attirante à mesure qu'il s'en éloignait. Il lui suffisait de fermer les yeux pour visualiser, avec un luxe de détails à faire baver, les éventaires de victuailles d'une centaine de cultures différentes sur les places de marché. On pouvait manger du spongy ou de la soupe d'aileron de requin si fraîche que les nageurs évitaient d'en s'en approcher et... « Tu crois que je pourrais l'acheter, cette maison ?» demanda de Fleur. Rincevent hésita. Il avait découvert que ça payait toujours de réfléchir longuement avant de répondre aux questions les plus saugrenues du touriste. « Pourquoi donc ?» fit-il circonspect. « Eh bien, je sens ici une forte ambiance qui se dégage. »« Ah, c'est quoi une ambiance ?» demanda Swears, qui renifla prudemment avec la mine innocente de celui qui veut faire comprendre que ce n'est pas lui le responsable, quoi qu'il ait pu se passer. « Une espèce de carriole pour transporter les malades, je crois, » dit Rincevent. « N'importe comment, tu ne peux pas acheter cette maison parce qu'il n'y a personne à qui l'acheter. Je pense que je pourrais sans doute arranger ça. Au nom du conseil de la forêt, évidemment. » Le coupa Swears en s'efforçant d'éviter son regard courroucé. « Et de toute manière, tu ne pourras pas l'emmener. Je veux dire, tu aurais du mal à la caser dans le bagage, pas vrai? » Rincevent désigna le coffre couché près du feu qui s'arrangeait, allez savoir comment, pour ressembler à un tigre satisfait mais sur le qui-vive. Puis il regarda à nouveau de Fleur. Sa figure s'était allongée. « Pas vrai ?» répéta-t-il. Il n'avait jamais vraiment accepté le fait que l'intérieur du bagage n'occupait pas tout à fait le même monde que l'extérieur. Simple effet secondaire de son originalité fondamentale, il était pourtant déconcertant de voir de Fleur le remplir de chemises sales et de vieilles chaussettes, puis rouvrir le couvercle sur une pile de linge tout frais, fleurant légèrement la lavande. De Fleur achetait aussi des tas d'articles indigènes incroyables, de la camelote, de la vie de Rincevent. Et même un bâton chatouille-cochon de cérémonie de 2 mètres paraissait y loger à l'aise sans dépasser nulle part. « Je ne sais pas, » fit de Fleur. « Tu es mage, tu connais ces choses-là, toi. »« Oui, bien entendu. Mais la magie bagagière est une discipline hautement spécialisée. De toute façon, je suis sûre que les gnomes ne tiendraient pas vraiment à la vendre, c'est... Il chercha au hasard dans ce qu'il connaissait du vocabulaire abracadabrant de Fleur. C'est une attraction touristique. C'est quoi? Demanda Swears intéressé. Ça veut dire que des tas de gens comme lui vont venir la visiter, dit Rincevent. Pourquoi? Parce que... Rincevent chercha à nouveau ces mots.
C'est une curiosité. C'est vieillot, folkloresque. Un charmant exemple d'un art populaire aujourd'hui disparu, imprégné de traditions d'un âge révolu. Non, fit Suirs qui posa sur la maisonnette un regard ahuri. Si, Tout ça? ça oui. Je vous aide à faire vos bagages. Et la nuit s'avance, sous une couverture de nuages bas qui s'étendent sur la majeure partie du disque. Une chance, car lorsque le temps s'éclaircira et que les astrologues auront une vue dégagée du ciel, ils vont piquer une colère et se mettre dans des états. Ici et là dans la forêt, des bandes de mages s'égarent, tournent en rond, se cachent les uns des autres, embarrassés à chaque fois qu'ils butent dans un arbre qui leur présente des excuses. Mais vaille que vaille, nombre d'entre eux se rapprochent de la maisonnette. Le moment est bien choisi pour regagner les bâtiments aux 1000 recoins de l'université de l'invisible, en particulier les appartements de Greyaldspold, présentement le plus vieux mage du disque et qui tient à le rester. Il vient d'éprouver une grande surprise et une vive émotion. Ces dernières heures l'ont vu très occupé. Il est peut-être sourd et un peu lent d'esprit, mais les mages d'âge avancé jouissent d'instincts de survie extrêmement développés et savent que, lorsqu'une grande silhouette en robe noire armée d'un outil aratoire dernier cri commence à vous couver d'un œil songeur, il faut agir vite. Les serviteurs ont été renvoyés, les portes scellées à la patte d'éphémères pulvérisés et des octogrammes de protection dessinés aux fenêtres. Des huiles rares et odorantes répandues sur le sol selon des tracés tarabiscotés, un motif qui blesse les yeux et donne à penser que leur auteur était ivre, ou bien d'une autre dimension, voire les deux. L'octuple octogramme de garde-esprit occupe le centre exact de la pièce, entouré de bougies rouges et vertes. En son milieu repose une boîte en bois de pin phrysophyllicine, qui vit très vieux, tapissée de soie rouge et encore d'amulettes protectrices. Car Greyaldspold sait que la mort le cherche, et il a passé de nombreuses années à concevoir cette cache inexpugnable. Il a remonté le mécanisme d'horlogerie compliqué de la serrure et refermé le couvercle sur son corps étendu, certain d'avoir enfin trouvé dans sa boîte la protection parfaite contre l'ennemi ultime entre tous, bien qu'il n'ait pas réfléchi jusque-là au rôle important des trous d'aération dans ce genre d'entreprise. Et tout près de lui, contre son oreille, une voix vient de constater « Fait noir là-dedans, hein ?» C'était la mort, si vous n'avez pas compris. Mais je suis sûre que vous avez compris parce que vous êtes très intelligent. Chapitre 15. Il se mit à neiger. Les fenêtres en sucre d'orge chatoyèrent joyeusement dans les ténèbres. D'un côté de la clairière, 3 petits points rouges brasillèrent brièvement. Puis une toux de poitrine se fit entendre, brusquement réduite au silence. « La ferme !» siffla un mage de 3e rang. « Ils vont nous entendre. »« Qui ça ? On a posé compagnie dans le marais aux gars de la confrérie de la poudre aux yeux. Et ces idiots du conseil vénérable des voyants sont de toute façon partis dans la mauvaise direction. »« Ouais, » fit le Benjamin. « Mais qui c'est qui nous parle sans arrêt ? On raconte que ce bois est magique. Plein de gobelins, de loups, d'arbres. » Laissa tomber une voix dans l'obscurité, loin au-dessus. Une voix aux cordes de bois, pourrait-on dire. « Ouais, » fit le genou. Il tira sur son mégot et frissonna. Le chef du groupe jeta un coup d'œil par-dessus le rocher en direction de la maisonnette. « Bon, » dit-il en tapotant sa pipe sur le talon de sa botte de 7 lieues qui lâcha un couinement de protestation. « On fonce à l'intérieur, on les cueille, on se casse. Dac ?»« T'es sûr que ce ne sont que des gens ?» demanda le jeune mage nerveux. « Évidemment que j'en suis sûr, » grogna le chef. « Tu t'attends à trouver quoi ? 3 ours. »« Il pourrait y avoir des monstres. C'est le genre de bois qu'a des monstres. »« Et des arbres, » ajouta une voix amicale tombant des branches. « Ouais, » fit le chef prudent. Chapitre 16. Rincevant examina soigneusement le lit. Un joli petit lit fait dans une sorte de caramel dur, au beurre, incrusté de caramel nature,
mais il aurait préféré le manger que dormir dedans. D'ailleurs, il semblait qu'on y avait déjà goûté. Quelqu'un a mangé mon lit, Dit-il, j'aime bien le caramel au beurre. fit de Fleur sur la défensive. Si tu ne fais pas attention, la fée va venir te prendre toutes tes dents. Dit Rincevent, Non, ça, ce sont les elfes. dit Sweers depuis la coiffeuse. Ils font ça, les elfes. Les ongles de doigts de pied aussi. Des fois, ils sont très susceptibles, ces elfes-là. De Fleur s'assit lourdement sur son lit, Vous avez tort. dit-il. Les elfes sont beaux, magnanimes, sages et justes. Je suis sûre d'avoir lu ça quelque part. Sweers et la rotule de Rincevent échangèrent un regard. Je crois que vous évoquez des elfes différents. Dit lentement le gnome. Nous, on a l'autre sorte par ici. Non pas qu'il soit soupolé, n'allez pas croire ça, Ajouta-t-il hâtivement. sauf si vous teniez à remporter vos dents dans votre chapeau, en tout cas. Il y eut le bruit ténu mais reconnaissable entre tous d'une porte en nougat qui s'ouvre. En même temps, depuis l'autre côté de la maisonnette, parvint un très léger tintement, comme un caillou qui casserait les carreaux d'une fenêtre en sucre d'orge le plus délicatement possible. C'était quoi ce bruit? Demanda De Fleur. Lequel? Fit Rincevent. Ils entendirent le clonk d'une lourde branche qui heurta violemment l'appui de la fenêtre. Au cri de « Les elfes !» Sweers détala à ras de plancher vers un trou de souris et disparut. « Qu'est-ce qu'on va faire? » dit De Fleur. « Paniquer ?» proposa Rincevent avec espoir. Il avait toujours tenu la panique pour la meilleure technique de survie. Dans le temps, selon sa théorie, les gens qui tombaient nez à nez avec un tigre à dents de sabre se répartissaient tout bonnement en 2 catégories. Ceux qui paniquaient et ceux qui restaient sur place pour lui adresser des « Oh la belle bête !» ou des « Minou minou !» Là, un placard, dit De Fleur qui désigna une porte étroite coincée entre le mur et le manteau de la cheminée. Ils se précipitèrent dans une obscurité à l'odeur douceâtre de renfermé. Un grincement de lame de parquet en chocolat à l'extérieur. Quelqu'un dit « J'ai entendu des voix. » Quelqu'un d'autre répondit « Ouais, en bas. Je crois que ce sont les poudres aux yeux. » Tu as dit qu'on leur avait faussé compagnie, il me semble. « Eh, vous deux, on peut tout manger ici. Tenez, regardez, on peut. La ferme. » Il y eut encore d'autres grincements. Un cri étouffé monta du rez-de-chaussée, où un voyant vénérable qui avançait à pas de loup dans le noir depuis la fenêtre défoncée avait marché sur les doigts d'un poudre aux yeux caché sous la table. Un chuintement, un sifflement de magie se fit brusquement entendre. « Quel couillon !» fit une voix. « Ils l'ont eu, taillons-nous !» Encore des grincements, puis le silence. Au bout d'un moment, De Fleur déclara « Rincevent, je crois qu'il y a un balai dans ce placard. » « Et alors, qu'est-ce que ça a de drôle? » ?»« Celui-là, il a un guidon. » Un cri perçant monta d'en dessous. Dans l'obscurité, un mage avait voulu ouvrir le couvercle du bagage. Un fracas dans l'arrière-cuisine annonça l'irruption soudaine d'une bande de mages illuminés du cercle continu. « Après quoi ils en ont, à ton avis? » chuchota De Fleur. « Aucune idée. Mais je crois qu'il vaut sans doute mieux ne pas le savoir. » répondit Rincevent songeur. « Tu as peut-être raison. » Rincevent poussa tout doucement sur la porte pour l'ouvrir. La pièce était vide. Il gagna la fenêtre sur la pointe des pieds et regarda en bas les visages levés dans sa direction de 3 frères de l'ordre de minuit. « C'est lui !» Il se retira précipitamment et se rua vers l'escalier. Le spectacle au rez-de-chaussée était indescriptible. Mais vu qu'une telle affirmation coûtait la peine de mort sous le règne d'Olaf Quimby II, essayons quand même. Tout d'abord, la plupart des mages aux prises essayaient d'éclairer le théâtre des opérations à l'aide de flammes, boules de feu et lueurs magiques en tout genre, si bien que l'ensemble donnait l'impression d'une soirée disco dans une usine de stroboscopes. Chacun s'efforçait de trouver une position qui lui aurait permis d'embrasser le décor sans se faire attaquer lui-même. Et tout le monde, sans exception, s'efforçait de s'écarter du chemin du bagage qui avait coincé 2 voyants vénérables dans un angle et claqué des dents à la moindre approche. Mais l'un des mages leva par hasard les yeux. « C'est lui !
Rincevent se rejeta en arrière et quelque chose le heurta. Il lança alentour un regard affolé qui se figea à la vue de deux fleurs assises sur le balai, lequel flottait dans les airs. « La sorcière a dû l'oublier, » fit le touriste. un vrai balai magique. Rincevent hésita. Des étincelles octarines fusaient des poils de l'engin et il avait une sainte horreur de l'altitude. Mais ce qu'il détestait vraiment plus que tout, c'était une douzaine de mages teigneux en colère escaladant 4 à 4 un escalier pour l'attraper. Et le cas se produisait justement. « D'accord, » dit-il, « mais c'est moi qui conduis. » Il balança un coup de botte à un mage sur le point d'achever un sortilège de ligature et sauta sur le balai, lequel piqua du nez pour plonger dans la cage d'escalier avant de se retourner sans dessus-dessous, aux grandes dames d'un Rincevent horrifié qui se retrouva les yeux dans les yeux avec un frère de minuit. Il glapit, et d'un coup de poignet convulsif imprima un mouvement de torsion au guidon. Plusieurs choses se passèrent en même temps. Le balai bondit en avant et traversa le mur dans une pluie de miettes. Le bagage se précipita et mordit le frère à la jambe. Et dans un drôle de sifflement, une flèche surgit de nulle part et manqua Rincevent de quelques centimètres pour venir se ficher avec un claquement sourd dans le couvercle massif du bagage. Le bagage disparut. Pendant le bagage... Oh... Chapitre 17. Dans un petit village au fin fond de la forêt, un vieux chaman jeta quelques brindilles pour entretenir son feu et considéra à travers la fumée la mine penaude de son apprenti. « Une boîte avec des jambes, » fit-il. « Oui, maître, elle est sortie du ciel et m'a regardé, » dit l'apprenti. « Elle avait des yeux alors, cette boîte. »« Ne, » commença l'apprenti qui s'arrêta gêné. Le vieillard fronça les sourcils. « Beaucoup ont vu Topaxi, dieu du champignon rouge, ce qui leur vaut d'être appelé chaman, dit-il. Certains ont vu Skeld, esprit de la fumée, et on les qualifie de mages. Quelques-uns ont eu le privilège de voir Umcherel, l'âme de la forêt, et on les désigne sous le nom de maître de l'esprit. Mais aucun n'a vu de boîte avec des centaines de jambes qui regardaient sans avoir Dieu. Ceux-là, on les aurait traités d'ides. » L'interruption avait pour cause un brusque hurlement strident, accompagné d'une rafale de neige et d'étincelles qui dispersa le feu à travers la hutte sombre. Le temps d'une brève vision floue, puis le mur d'en face vola en éclats et l'apparition s'évanouit. Il y eut un long silence, suivi d'un autre légèrement plus court. Le vieux chaman hasarda alors. « Tu n'as pas vu passer deux hommes la tête en bas sur un balai, qui braillaient et se criaient dessus, n'est-ce pas ?» Le jeune garçon le regarda avec assurance. « Sûrement pas. » Le vieillard poussa un soupir de soulagement. « Dieu soit loué, » dit-il. « Moi non plus. » Chapitre 18. La maisonnette était en pleine pagaille, parce que les mages voulaient à la fois poursuivre le balai et empêcher les concurrents de le faire, ce qui provoqua plusieurs incidents regrettables. Le plus spectaculaire, et à coup sûr le plus tragique, se produisit lorsqu'un voyant tenta d'utiliser ses bottes de 7 lieues sans respecter le bon ordre des sortilèges et des préparatifs. Les bottes de 7 lieues, la chose a déjà été évoquée, sont dans le meilleur des cas une forme de magie délicate, et le mage se souvint trop tard qu'il convient de prendre les plus grandes précautions dans l'emploi d'un moyen de transport dont l'efficacité dépend, en définitive, de la manière adéquate de poser un pied 30 kilomètres devant l'autre. Chapitre 19. Les premières tempêtes de neige d'hiver faisaient rage. Une couche de nuages bizarrement épaisse couvrait une grande partie du disque. Et cependant, vu de l'espace à la lumière argentée de la lune minuscule, le disque-monde offrait l'un des plus beaux spectacles du multivers. De grands serpentins brumeux, sur des centaines de kilomètres, tourbillonnaient de la cataracte du bord aux montagnes du Moyeu. Dans le froid silence de cristal, l'immense spirale blanche glacée scintillait sous les étoiles en tournant imperceptiblement, comme si Dieu venait de remuer son café avant d'y verser la crème. Rien ne troublait cet admirable panorama qui... Au loin, quelque chose de petit creva la couche nuageuse,
des lambeaux de vapeur dans son sillage. Dans le calme stratosphérique, les éclats d'une querelle fusèrent haut et clair. « Tu disais que tu savais piloter ces engins-là. » »« Non, je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit que toi, tu ne savais pas. »« Mais je ne suis encore jamais montée là-dessus. » »« Quelle coïncidence. » »« En tout cas, tu as dit... Regarde le ciel. » »« Non, je n'ai pas dit ça. » »« Qu'est-ce qui est arrivé aux étoiles ?» Et c'est ainsi que Rincevent et De Fleur furent les 2 premières personnes du disque à voir ce que réservait l'avenir. À 1500 kilomètres derrière eux, la montagne du Moyeu Coricélestie poignardait le ciel et projetait une ombre luisante comme une lame de couteau sur les nuages bouillonnants. Les dieux auraient donc dû remarquer quelque chose eux aussi. Mais il n'est pas dans leurs habitudes d'observer le firmament et, de toute façon, ils étaient en procès avec les géants des glaces qui avaient refusé de baisser la radio. Vers le bord, dans le sens de la progression de la grande Atuine, les étoiles avaient disparu du ciel. Dans ce cercle de ténèbres, il n'en restait qu'une, rouge et sinistre, une étoile qui rappelait l'étincelle de haine dans l'orbite d'un vison enragé. Petite, terrible, impitoyable, et le disque se dirigeait droit sur elle. Rincevent savait exactement que faire en pareille circonstance. Il se mit à hurler et lança le manche à balai en piqué.